Bonjour Eric Orsena. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. C'est l'histoire d'un ogre que vous attaquez avec férocité, sans jamais le nommer. Il est le breton blondiné, le vieux jeune homme ou encore le nécrophage qui attaque... Non, c'est pas lui directement le nécrophage. Ah. Non, c'est-à-dire c'est toutes les petites officines à côté. D'accord. Mais lui, je n'ai jamais attaqué à ce point-là. Très bien. Jamais attaqué à ce point-là. Mais c'est un ogre. Un ogre. C'est vrai que c'est un ogre. Et ce personnage... Mais c'est d'abord quelqu'un qui a été un formidable On entrepreneur. va y venir. Cet homme et cet ogre, c'est Vincent Bolloré, homme d'affaires, milliardaire, propriétaire de nombreux médias. Pourquoi ne le citez-vous jamais dans le livre ? Parce que j'ai voulu faire un conte, c'est-à-dire quelque chose qui traite évidemment de Vincent Bolloré, mais pas seulement. Ça pourrait être Murdoch, ça pourrait être Elon Musk, ça pourrait être d'autres, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas seulement lui. Et l'avantage d'un conte, c'est que vous êtes un peu en dehors de la réalité. Oui. Et en même temps, vous pouvez éclairer, si vous réussissez votre affaire, plutôt bien la réalité. Vous expliquez quand même dès le début de ce conte que vous êtes assisté du meilleur avocat de Paris. Est-ce que c'est une manière de vous protéger, un avertissement Alors d'abord, je vous remercie de me remercier, de remercier, c'est-à-dire de m'inviter, Oui. car c'est du courage. Car il y a un certain nombre de médias qui refusent, notamment RTL, qui me dit que mon petite histoire n'est pas assez littéraire. Donc, pourquoi pas, mais ça m'amuse. Donc, merci le service public. Merci la diversité que représente le service public. Alors, vous venez de le dire, hein, vous n'avez pas toujours pensé du mal de Vincent Bolloré. Vous lui avez même écrit un texte pour la charte de son groupe. C'était en 2009, je crois. Vous étiez plutôt élogieux parce que à cette époque-là. c'était ces entreprises patrimoniales qui ont réussi à faire vivre des grandes entreprises de famille, comme la Radiale de Gattaz, comme Tuan à Saint-Étienne, chez Ducotet, etc. Donc moi, j'ai une grande admiration, parce qu'autrement, ça peut décliner. Et lui, il a sauvé l'entreprise familiale. Donc à quel moment vous décidez de quand je me dis un peu critiquer ce que vous avez adoré, ce qui se passe un petit peu avec Vivendi. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre le contrôle de Vivendi? Parce que dans Vivendi, il y a déjà des médias. Et c'est pas Canal. Oui, c'est pas le premier milliardaire qui s'intéresse aux médias et à l'édition. On peut citer Xavier Niel, on peut citer François Pinault, Bernard Arnault, dont LVMH est, je crois, au capital de Madrigal, qui est la maison mère de votre éditeur Gallimard. Pourquoi Vincent Bolloré attire-t-il particulièrement votre colère? Parce que il y a une volonté de domination. Quand Bernard Arnault appuie Gallimard, il est au capital à 9,7% seulement. Il ne veut pas prendre 51, ou avec un système financier, prendre le contrôle. Premièrement. Deuxièmement, il y a des milliardaires qui n'interviennent pas. On voit Bernard Arnault, qui a évidemment une influence sur les Échos, mais il n'intervient pas directement. Il n'interdit pas des reportages. Et quand Marc Ladret de la Charrière, autre milliardaire, intervient dans le monde des arts, c'est pour ouvrir, c'est pour permettre, comme François Pinault avec sa bourse du commerce, vous voyez. Mais là, il y a une sorte, me semble-t-il, et c'est une opinion, donc on peut être contre, bien sûr, mais une sorte de vision un peu idéologique, comme avait Berlusconi. C'est-à-dire Berlusconi prend le contrôle d'une télévision et après, il prendra le pouvoir. Donc aujourd'hui, Vincent Bolloré, c'est Berlusconi bien pour sûr vous ? que non, mais alerte. Moi, si vous voulez, j'aime les entreprises. Sans les entreprises, on ne peut rien distribuer. Donc je salue les entreprises. Simplement, il faut qu'il y ait toujours, dans une société de liberté, il faut toujours qu'il y ait un contre-pouvoir au pouvoir. Votre livre est donc édité chez Gallimard. Ça veut dire que, concrètement, vous n'auriez pas pu l'écrire chez Stock ou Fayard, vos anciennes maisons sans doute qui font partie du groupe Bolloré ? Sans doute oui. Mais est-ce que je n'aurais pas été une caution pour après verrouiller un petit peu? Vous voyez, c'est-à-dire, c'est cette question-là. Ce qui m'intéresse dans notre pays, c'est que nous sommes dans un autre monde où la finance prend de plus en plus le pouvoir et où la technique prend de plus en plus de pouvoir avec les réseaux. Comment est-ce qu'on va faire pour garder un équilibre? Mais pour revenir à l'édition, est-ce qu'aujourd'hui, on peut écrire ce que l'on veut encore? Je citais par exemple Guillaume Meurice, qui a changé d'éditeur pour pouvoir publier un livre dans lequel il écornait Vincent Bolloré. Le groupe Editis, qui appartient à Vincent Bolloré, voulait lui faire changer des passages, ce que l'auteur a refusé, ce qu'il indiquait. Donc je vous repose cette question-là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas écrire et on ne peut pas dire ce que l'on veut? Pour l'instant, on peut. Pour l'instant, on peut. Il y a quelques exemples, dont Guillaume Meurice, il y en a d'autres aussi, avec un documentaire chez Canal+. Donc on va voir ce qu'elle va donner. Alerte. Mon rôle à moi, c'est d'alerter. Mais alerte, ça veut dire potentiel danger pour vous, Vincent Bolloré est un potentiel danger? Tout pouvoir, sans contre-pouvoir suffisant, est un potentiel danger. Parce que tout pouvoir, on voit bien,
tente à dépasser son pouvoir. Donc moi, je suis pour l'équilibre des pouvoirs. Je ne suis pas du tout pour qu'il n'y ait pas d'entreprise, qu'il n'y ait pas de réussite, qu'il n'y ait pas d'argent gagné, pas du tout. Et donc, quel contre-pouvoir ? Ben justement, j'y travaille avec des juristes parce que ce qui est très frappant, c'est que c'est pire que la peur, c'est l'autocensure. On n'ose pas dire que peut-être il y a un danger. Et que depuis les innombrables messages que je reçois, je vois toujours le même mot, quel courage. Ce qui est quand même incroyable dans notre société, avoir le courage, et comme vous, de me recevoir. Donc attention. vous travaillez sur ce sujet-là. Je vais profiter juste quelques secondes de votre présence pour évoquer un autre sujet sur lequel vous travaillez, qui n'a rien à voir avec ce livre. C'est le lexique sur la fin de vie. Le gouvernement vous a chargé de le rédiger avec, moi, avec 11 autres personnes, avec des gens de divers profils. Est-ce que les conclusions seront rendues Alors, rapidement ? les conclusions seront rendues quand nous aurons travaillé. Elles étaient attendues là, hein, oui, mais elles sont attendues. Elles sont attendues peut-être, évidemment elles sont attendues, parce que, comme disait Camus, vous savez, mal nommé ajoute au malheur des choses. Et quand on est en plein malheur, le décès, il faut faire attention aux mots. Donc il y a des mots qui sont assez insupportables, donc il y a des mots qu'on va proposer, ce sont des mots plutôt d'accompagnement, plutôt des mots d'humilité, des mots plutôt de fraternité, plutôt que asséner des mots genre euthanasie. C'est pas la première mission que vous menez pour le gouvernement. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, vous lui parlez directement, vous l'aviez alerté lors des Gilets jaunes. On est en plein conflit sur la réforme des retraites. S'il était en face de vous, le président de la République, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais qu'une réforme, ça sert quand on a un projet de société. On ne voit pas le projet de société. Quelle société voulons-nous ? Quelle société égalitaire ? Je suis frappé de voir les inégalités qui progressent. Et cette classe moyenne, qui est le socle d'une société équilibrée, cette classe moyenne est en train d'être érodée par des gens toujours plus riches et des gens toujours plus pauvres. Et bien ça, c'est pas bon pour la liberté et pour la civilisation. Merci beaucoup, Éric Orsena, d'être venu ce matin. Je rappelle, Histoire de Nogre aux éditions Gallimard. Merci.